Alors, je vais démarrer la présentation. Je vois qu'il y a des têtes connues et des personnes qui ont déjà été confrontées à un certain nombre d'idées, donc je pense que ce qui sera intéressant, c'est notamment la discussion qui s'en suivra. Donc, à partir de maintenant et pour à peu près une demi-heure, ce que je vais dire sera enregistré. Je vais vous demander, mais comme vous l'avez tous fait et très bien fait, du coup de couper le micro et la caméra durant la prochaine demi-heure. Et ensuite, on pourra échanger librement jusqu'à ce que le sujet soit épuisé. Alors, je vous remercie tous d'être venus. Je vais commencer par me présenter. Donc, pour ceux qui me connaissent et aussi ceux qui ne me connaissent pas, je suis au conseil d'administration de l'association Altruisme Efficace France, que je vais présenter tout à l'heure. Euh, Au quotidien, je travaille dans la gestion des risques et j'ai un intérêt pour ces questions et notamment sur... euh, alors, juste, il y a quelqu'un qui vient d'arriver que je vais permettre de parler. Bonsoir, Lorenzo. Alors, donc, je travaille sur les questions de gestion des risques et, euh, et ce qui m'intéresse, c'est notamment les risques à faible probabilité, mais qui peuvent avoir un impact gigantesque, d'où mon intérêt pour la question des risques existentiels que je vais traiter ce soir. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que même si j'ai un intérêt assez élevé, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un chercheur sur ces sujets. Donc, ce que je vais présenter, ce sera avant tout de la vulgarisation d'un savoir qui est partagé par des chercheurs. Et aussi, je n'ai pas beaucoup de certitudes sur ces questions et on pourra notamment en échanger à la fin de la discussion. Alors, je vais désormais entamer la présentation et donc me mettre en plein écran. Alors pour les gens qui arrivent, je précise qu'après, on vous permettra de parler et d'afficher votre caméra et par défaut, donc vous êtes mute, mais ne vous en faites pas, vous serez accueillis comme il se doit après. Donc merci d'être venu. Alors je vais présenter rapidement l'association pour laquelle je fais la conférence ce soir. Euh, L'idée, la démarche dans laquelle on s'inscrit, c'est d'identifier et de mettre en œuvre les meilleures actions pour aider les autres sur la base d'une réflexion rationnelle sur les fins et les moyens. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on cherche à aider les autres, euh, on a habituellement une conception qui peut facilement être restreinte et l'altruisme efficace vise à réfléchir de façon à interroger la conception de qui sont les autres. Et si j'introduis la présentation de ce soir avec cette réflexion, c'est parce que dans la question des risques qui pèsent sur le monde d'aujourd'hui et sur le monde de demain, il y a un acteur qu'on ne met pas toujours dans l'équation, qui est les générations futures. Et dans ce contexte, donc, l'altruisme efficace voue une partie de sa réflexion aux générations futures et qui sont inclus parmi les autres et sur lesquels il y a bien des réflexions qui sont actives pour déterminer les meilleures actions de les aider et de les préserver. Alors, dans ce contexte, nous, Altruisme Efficace France, l'association pour laquelle j'interviens ce soir, elle a été créée en 2016 et désormais notre objectif, c'est d'aider les personnes et les organisations qui souhaitent avoir un impact positif à mieux orienter leurs ressources par rapport aux problèmes qui sont urgents et négligés. Et donc, ce soir, on va parler de risques, de risques catastrophiques globaux qui font partie de problèmes qui peuvent être urgents ou en tout cas négligés et très importants, et c'est pour ça qu'on les prend en considération. Et donc l'altruisme efficace, c'est cette tentative et c'est un mouvement social qui vise à réorienter des ressources vers la résolution de ces problèmes importants, urgents et négligés. Alors bien sûr, ressources, ça ne veut pas seulement dire argent, mais ça peut être aussi sa carrière, son temps et donc ses compétences et d'autres ressources encore. Alors, même si nous sommes une association française, nous avons évidemment des liens avec une communauté mondiale. On peut citer des acteurs en Australie, à Londres et enfin partout dans le monde, mais il y a un cœur important au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et
le thème que je présente ce soir, il permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut une communauté mondiale pour discuter de certaines questions, parce que les risques qui pèsent sur le monde de demain et qu'on peut qualifier d'existentiels, c'est des risques pour lesquels qui concernent l'ensemble de l'humanité et qui ne s'arrêtent pas à la frontière. Et donc, échanger avec une communauté mondiale sur les risques qui pèsent sur le monde de demain paraît tout à fait pertinent. Alors, donc au cours de la prochaine demi-heure, ce que j'aimerais vous partager, c'est un aperçu des risques qui peuvent durablement impacter l'humanité. Donc, je vais revenir plus tard sur ce que ça implique, sur ce qu'on entend par durablement impacter l'humanité. Et par ailleurs, une fois que les risques sont évoqués, on va essayer d'initier une réflexion sur l'importance de la réduction de ces risques. Quelles sont les raisons finalement, pourquoi essayer de réduire des risques qu'on peut qualifier d'existentiels, et dans le même temps, du coup, voir quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour essayer de réduire ces risques compte tenu de l'incertitude sur ces sujets. Et enfin, je liste et j'évoquerai tout au long de l'échange, enfin tout au long de la présentation et puis lors de l'échange qui suivra, des ressources qui permettent de structurer sa réflexion et finalement ses recherches sur ces questions. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Les risques existentiels. Alors, il me semble que certains d'entre vous sont déjà familiers du sujet, mais puisque le but c'est de parler à tout le monde, je vais commencer assez simplement. L'idée, c'est qu'un risque existentiel, c'est la possibilité qu'un événement mène à l'extinction de la vie intelligente sur Terre ou à la destruction permanente et drastique de son potentiel de développement futur. Alors, ça veut dire que un risque existentiel n'est pas seulement la fin n'est pas seulement la menace qu'il y ait la fin de la vie sur Terre, mais ça peut être, alors, je ne vais pas donner trop d'exemples tout de suite, puisqu'on va évoquer ces risques plus tard, mais ça peut être le fait que l'humanité ne puisse plus jamais progresser ou connaisse la souffrance de manière permanente à cause d'un événement fâcheux et qui frappe 90% de la population, par exemple. Alors, on pourrait se dire en entendant cette introduction, mais finalement, est-ce que c'est bien sérieux de parler d'une menace qui pèse sur la vie intelligente dans sa totalité, ou alors, voilà, parfois c'est vrai que l'échelle paraît trop grande pour être bien sérieuse. Eh bien, c'est la question qu'on va essayer d'appréhender de manière rationnelle. Et tout de suite, on peut s'apercevoir que la perception des risques que quelqu'un peut avoir sur cette question, elle est assez. En fait, la réponse a facilement tendance à être que c'est pas si sérieux que ça de se poser cette question, parce que généralement, dans la rue, quand on pose la question à quelqu'un, il estime que les risques d'extinction de l'humanité au cours de ce siècle sont d'environ une chance sur 10 millions, ce qui est très faible. Et donc cette perception, elle n'est pas forcément raccord avec l'impression, et en tout cas l'état des connaissances qu'ont les chercheurs sur ces sujets. Donc si quelqu'un dans la rue à peu près estime une chance sur 10 millions que l'humanité s'éteigne au cours de ce siècle, on peut voir que l'estimation des experts, elle porte plus entre finalement une chance sur 100 et une chance sur 5, puisque la plupart des experts qui étudient les risques catastrophiques globaux estiment que les risques totaux d'extinction de l'humanité au cours de ce prochain siècle sont entre 1 et 20%. Alors, on constate qu'il y a un décalage énorme entre la perception qu'en ont généralement les gens et, et l'avis des chercheurs sur le sujet finalement, et l'avis qui découle de leur recherche. Donc, les estimations des experts sont à peu près 1 million de fois plus élevées que l'idée qu'en ont ordinairement les gens quand on leur demande finalement est-ce qu'il y a un risque que l'humanité s'éteigne à la fin de ce siècle. Et dans ce contexte, ça interpelle tellement qu'on pourrait se demander mais finalement, mais qu'est-ce qui est redouté par ces experts et pourquoi aujourd'hui on n'a pas une connaissance assez, en tout cas des estimations aussi éloignées par rapport aux gens qui travaillent sur ces questions. Alors, pour
pour voir ce qu'on peut redouter, d'abord je vais revenir sur ce qui pouvait être redouté il y a à peu près 10 000 ans. Euh, par nos ancêtres, ou en tout cas, même s'ils les redoutaient pas forcément, par exemple les astéroïdes, a priori on n'a pas de raison de croire qu'ils connaissaient les astéroïdes il y a 10 000 ans, mais en tout cas c'était des risques qui pesaient sur nos ancêtres et qui pouvaient en tout cas, qui pouvaient faire peser une forte menace que l'humanité disparaisse. Et donc on peut voir des astéroïdes, mais aussi le deuxième exemple, une pandémie d'origine naturelle, et enfin une éruption volcanique. Donc ça, c'était vraiment les risques les plus importants qui risquaient de mener à une disparition de l'humanité. Alors, le fait est que ces risques sont parfois survenus, mais jamais de façon assez forte pour menacer durablement le potentiel de l'humanité et encore moins sa survie, puisque jusqu'à présent, euh, nous sommes encore là pour en discuter ce soir. Et c'est parce que les risques d'extinction naturelle, alors c'est peut-être parce que nous avons eu de la chance, mais les chercheurs qui travaillent sur ces questions, et notamment Toby Ord, qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle The Precipice et qui dresse le portrait de tous les risques existentiels. Et donc Toby Ord, qui est philosophe moral à l'université d'Oxford, je pense que c'est important à préciser. Donc Toby Ord nous dit qu'il semble assez probable qu'il y ait il semble assez peu probable qu'il y ait plus de une chance sur 300 que les risques naturels causent une extinction au cours d'un siècle donné. Donc, au cours de ce siècle, Toby Ord nous dit que finalement, c'est presque improbable qu'il y ait plus de une chance sur 300 que nous mourrons que l'humanité disparaisse liée à une éruption volcanique, liée à un astéroïde ou encore à une pandémie d'origine naturelle, tout aussi forte soit-elle. Eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est alors si finalement, il semble assez peu probable que ce chiffre lié au risque d'extinction en raison de facteurs naturels, si ce chiffre est finalement assez peu élevé, comment est-ce que les experts arrivent à la conclusion qu'il y a entre une chance sur 100 et une chance sur 5, puisque on a dit 20% tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut arriver à ces chiffres, à ces estimations sur le fait que l'humanité risque de s'éteindre au cours de ce siècle? Eh bien, la question, euh, elle a sa réponse, et c'est le fait que depuis le XXe siècle, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, qui est que cette nouvelle ère nous a rendus assez puissants pour nous autodétruire. Euh, Nous avons acquis la maîtrise d'un certain nombre de technologies, et ces avancées technologiques, elles ont augmenté notre pouvoir sur le monde, notre capacité à transformer le monde. Et alors, bien sûr, et l'idée, c'est de reconnaître l'apport qu'a pu avoir la technologie. Il y a sans doute beaucoup de technophiles autour de la table et parmi les gens qui nous écoutent. Et on peut être intellectuellement honnête pour reconnaître l'amélioration des conditions de vie que la technologie a permis pour la quasi-totalité de l'humanité. Euh, mais, euh, le- mais il faut aussi être suffisamment intellectuellement honnête lorsqu'on en a conscience pour tenir compte du fait qu'aujourd'hui, la technologie a introduit des risques plus grands que jamais sur l'humanité. Et donc, c'est un peu un tournant historique dans lequel nous vivons, puisque si nous ne gérons pas des technologies qui ont un potentiel destructeur avec prudence, nous pourrions bien approcher de ce qu'on appelle la fin de l'histoire. Alors, il y a, il y a un certain nombre de personnes qui s'expriment en France sur les risques qui pèsent sur l'humanité. Euh, Généralement, il y a une branche qu'on appelle la collapsologie. Alors, la, ca- enfin, le discours qu'on peut entendre généralement en matière de collapsologie consiste à dire que finalement c'est inévitable, il va y avoir un effondrement, les risques vont se réaliser, ça va pas aller bien. Alors l'approche de ce soir, elle est un peu autre.
que la compréhension basique qu'on peut avoir de la collapsologie. Donc, je précise, ce n'est pas de la collapsologie, c'est une présentation sur des risques, mais on est bien dans les risques, donc une possibilité que des événements fâcheux se réalisent, mais on n'est aucun cas dans le fait de dire que ça va nécessairement arriver. Mais l'idée, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons, parfois par design, faire en sorte que certaines technologies soient utilisées de façon à ce qu'elles ne représentent pas une menace importante pour l'humanité. Alors, je pense qu'il y a des réactions par rapport à ce que je viens de dire. On pourra évidemment en discuter plus tard. Alors, justement, j'ai évoqué les technologies qui finalement sont vraiment l'élément, selon Toby Ord, qui lui fait dire que les risques qui pèsent, les risques existentiels ont une probabilité plus élevée de survenir au cours de ce siècle qu'avant que nous ayons une maîtrise et finalement une capacité aussi importante à transformer le monde. Mais finalement, quelles sont des idées de technologies qui ont ce pouvoir de détruire l'humanité? Eh bien, nous allons en passer en revue quelques-unes. Et donc Toby Ord, dans son ouvrage The Precipice, mentionne quelques exemples, mais on va les passer en revue tout à l'heure, en tout cas les plus importants. Alors, donc, dans son livre, il cite la biologie de synthèse, l'intelligence artificielle, des nanotechnologies et d'autres technologies encore dont on va parler tout à l'heure. Et alors, ce qu'il faut noter, c'est que là, Toby Ord nous parle de technologies de rupture. Donc, aujourd'hui, ce sont des technologies émergentes. Et donc c'est effectivement une catégorie qui est importante lorsqu'on parle de risque existentiel. En revanche, on peut souligner, donc là je m'écarte un peu de Toby Ord en commentant le fait que nous n'avons pas besoin qu'il y ait de technologies aujourd'hui émergentes pour qu'elles posent un risque existentiel. L'exemple type, c'est le fait que l'accumulation du CO2 de l'atmosphère n'est pas aujourd'hui le fruit d'une technologie émergente, mais c'est un risque qui progresse et qui s'est installé depuis qu'on a commencé à émettre du CO2. C'est juste qu'il devient de plus en plus intense et qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus problématique. Mais voilà, donc on peut souligner qu'il n'y a pas toujours besoin d'une technologie émergente, mais qu'effectivement, les technologies émergentes sont une catégorie à part entière lorsqu'on parle de risque existentiel. Alors, nous allons donc évoquer, nous pencher sur des exemples. Je pense que pour équilibrer, les deux premiers liés à des technologies matures et deux autres liés à des technologies émergentes. Les technologies matures que vous connaissez, donc on peut parler de la sûreté nucléaire par exemple. On constate que plusieurs fois, des catastrophes assez importantes ont été évitées dans l'histoire. On peut penser à la crise des missiles de Cuba, où donc un président américain avait dit que si un avion était abattu, eh bien, il déclencherait la guerre. Une guerre nucléaire. Or, il se trouve que l'avion a effectivement été abattu, mais que finalement, le président s'est rétracté et n'a pas déclenché la guerre. Donc, on a eu des petites sueurs froides au cours de la guerre froide. Et pareil pour Stanislas Petrov, alors qui lui a eu une fausse alerte sur son tableau de bord, lui indiquant que des missiles étaient sur le point d'atteindre l'URSS, il me semble. Alors, pour les personnes avides de précision historique, je vous inviterai à corriger certaines erreurs qui pourraient être faites lors de la présentation de l'histoire de Stanislas Petrov. Il me semble que c'était en 83 et donc il avait eu une fausse alerte et il avait refusé d'envoyer les missiles, de répondre en tout cas à l'attaque qui était indiquée sur ses radars, puisque il sentait bien que c'était une fausse alerte compte tenu d'une anomalie dans le système. Alors, en tout cas, il y a eu plusieurs fois, on n'est pas passé très loin d'une catastrophe nucléaire et on ne s'est pas tout à fait émancipé de ce risque. Alors, pour être un peu plus clair sur ce que ça signifierait, un conflit nucléaire, en tout cas une guerre nucléaire, pour la civilisation, aujourd'hui,
on a des raisons de croire que un hiver nucléaire pourrait être assez, il pourrait clairement être très 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 déstabilisant pour la civilisation, mais à ce jour, désormais, on ne considère plus qu'un hiver nucléaire, et donc en fait, pour préciser, hein, un hiver nucléaire, c'est lorsque l'appareil, je ne suis pas expert, mais c'est après que la bombe a été lancée, finalement, c'est le refroidissement de l'atmosphère lié à l'impact de la bombe nucléaire, qui finalement pourrait avoir un impact sur les récoltes et donc avoir des conséquences drastiques sur l'humanité. Mais aujourd'hui, on n'a pas de raison de croire que c'est suffisamment sévère pour tuer tout le monde. En tout cas, ça paraît assez improbable. Mais il faut encore là souligner toute l'étendue de l'incertitude sur ce sujet. Par ailleurs, pour nuancer ce que je viens de dire, même un hiver nucléaire modéré pourrait causer des famines de masse, comme je le disais, liées à la baisse des récoltes, des rendements agricoles. Et donc, et probablement que ces déstabilisations, en fait, nous ne pourrions pas forcément nous remettre, c'est-à-dire continuer. Voilà, ça pourrait impacter de manière durable le potentiel de l'humanité pour mener une vie à peu près paisible. Par ailleurs, les risques extrêmes de réchauffement climatique, donc si on se base sur les prévisions du GIEC aujourd'hui, elles nous racontent que les émissions de gaz à effet de serre pourraient entraîner des hausses de température de 2,6 à 4,8 degrés d'ici 2100. Et si ma mémoire est bonne, il y a des prévisions qui montent au-delà de 6, voire au-delà de 9 degrés d'ici à la fin du siècle. Alors, évidemment, plus on monte en température, plus les estimations en matière de probabilité sont faibles, mais toutefois, il y a bien des scénarios de cet ordre qui sont considérés. Et finalement, un des problèmes, c'est que ces émissions, elles augmentent. Voilà, comme je l'ai dit, hein, ça pourrait aller jusqu'à plus de 9 degrés à la fin du siècle parce qu'il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Finalement, par exemple, je crois que c'est la fonte du permafrost qui pourrait elle-même libérer du méthane et encore une fois accroître les émissions en tout cas l'effet de serre. Et il y a des seuils à partir desquels, une fois qu'un certain niveau de température est atteint, la croissance de la température pourrait être non linéaire et donc poser des risques encore plus importants et avoir des répercussions encore plus catastrophiques. Alors, les risques extrêmes du réchauffement climatique, c'est un problème en soi, mais c'est aussi, et peut-être tout autant un catalyseur pour d'autres guerres. On sait que s'il y a un réchauffement climatique, il peut y avoir des phénomènes de sécheresse qui sont déjà à l'œuvre dans certaines parties de la population mondiale. Et aujourd'hui, on observe déjà que quand il y a un réchauffement, il y a un certain nombre de tensions qui s'accroissent pour l'accès aux ressources. Et demain, le réchauffement climatique pourrait être un catalyseur pour des guerres et donc faire des dizaines, voire des centaines de millions de morts. Et dans ce contexte, les risques extrêmes liés au réchauffement climatique sont considérés comme des risques existentiels à considérer. Alors, un exemple intéressant, je vais juste en profiter pour boire un coup. Alors, avant, on a évoqué les risques d'ordre naturel et je vous ai clairement dit que finalement, on n'avait pas de raison de croire qu'une pandémie naturelle puisse causer la mort, en tout cas, puisse de manière assez probable mener à la disparition de l'humanité ou à sa perte de potentiel permanente. Et il y a une raison alors, assez simple, qui est que généralement, alors là pareil, je parle sous couvert de l'expertise d'éventuels épidémiologistes dans la salle, mais même le coronavirus auquel nous avons fait face récemment et auquel nous sommes encore en train de faire face, le coronavirus, on s'est rendu compte qu'il a un taux de létalité très faible, qui est, d'après les dernières nouvelles, qui est de 0,5%. Or,
il existe en fait une pandémie qui pourrait être créée en laboratoire, soit par erreur, soit par un acteur malveillant, pourrait grimper avec des taux de létalité jusqu'à 60%. Et donc, ça pourrait être beaucoup plus grave que la pandémie que nous connaissons actuellement, qui est déjà un élément dramatique et qui a déjà des répercussions importantes sur le fonctionnement du monde et qui a déjà pris des vies de façon assez importante. Mais on constate que les risques de pandémies artificielles, entre guillemets, donc ces pandémies qui seraient liées à la conception de pathogènes en laboratoire, et donc des pathogènes exprès conçus pour être hautement contagieux et à une mortalité élevée. Alors, ces pandémies sont effectivement peuvent causer un risque existentiel au sens où elles pourraient mener à la disparition de l'humanité ou en tout cas à l'impacter durablement. Et allez, je crois que c'est le dernier pour la route, les risques liés à l'intelligence artificielle. Donc, nous savons aujourd'hui que nous avons radicalement augmenté notre puissance de calcul, et donc, ce qui a permis de faire des progrès assez fulgurants en matière d'intelligence artificielle. Donc, en tout cas, augmenter la capacité des machines à traiter des informations et à appuyer la prise de décision. Et ce qu'on constate, c'est que justement, de plus en plus, nous déléguons des décisions importantes à des machines qui augmentent en puissance. Alors, comme sur la technologie de manière générale, hein, on peut évidemment souligner les aspects positifs et prometteurs de cette technologie, clairement, mais on peut aussi alarmer, ou en tout cas s'organiser de façon à ce que finalement un degré de compétence d'une machine qui est capable de prendre des décisions soit on peut essayer de veiller à ce que finalement elle soit alignée avec les intérêts des êtres humains, parce que dans l'hypothèse où dans l'hypothèse où finalement une machine intelligente n'aurait pas exactement un objectif qui soit aligné avec celui des intérêts des êtres humains, par exemple, si une machine devait utiliser finalement, si elle était assez puissante pour faire ce que pour atteindre l'objectif qu'on lui attribue ou qu'elle s'attribue, si elle était assez puissante pour le faire, on pourrait très bien imaginer que pour résoudre un calcul, une intelligence artificielle utilise toutes les ressources sur Terre juste pour résoudre un calcul qui finalement n'avait jamais été résolu. Et donc, même si elle n'est pas particulièrement malveillante, elle pourrait entraîner dans son sillon la plupart des êtres humains juste pour résoudre ce calcul. Et donc, alors, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux peut-être, mais l'idée c'est de dire qu'une machine intelligente et puissante, demain, si elle n'est pas parfaitement alignée avec les intérêts de l'humanité, et si on n'a pas travaillé sur la question du contrôle et de la sécurité des intelligences artificielles, elle pourrait mettre en danger notre futur. Et c'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ces questions pour essayer finalement de travailler sur la morale des intelligences artificielles et sur le contrôle pour s'assurer qu'il y a un alignement entre les machines et les humains. Alors, enfin, il y a d'autres risques. Et la particularité de ces risques, c'est que nous ne les connaissons pas encore. Alors, il y en a certains qui sont identifiés, mais dont aujourd'hui on n'a pas des raisons de croire qu'ils posent vraiment des risques existentiels, en tout cas en impact et en probabilité. Je pense à la géo-ingénierie ou à la fabrication moléculaire, qui ont été évoqués par des chercheurs experts sur les risques existentiels comme justement Toby Ord, mais aussi Nick Bostrom. Mais par rapport à ceux que je viens d'évoquer, ils sont généralement moins mis en avant, et parce qu'on a plus d'incertitudes sur les impacts de ces risques. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que de la même manière qu'il y a un siècle, nous ne savions pas que l'intelligence artificielle ou les armes nucléaires pourraient aujourd'hui poser des risques, en tout cas, on pourrait être amené à se poser la question des risques qui poseraient sur l'humanité. De la même manière, aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas idée des risques qui se poseront dans 100 ans ou dans 200 ans ou même dans un peu plus longtemps. Mais en tout cas,
voilà, on peut identifier ce qu'on appelle des inconnus inconnus, c'est-à-dire des choses dont nous ne savons pas que nous ne les savons pas, et elles pourraient poser un risque encore plus important que les risques que je viens d'évoquer. Alors, je vais juste surveiller l'heure. Bien sûr, ça ne s'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Alors, si on additionne les risques que je viens de vous présenter, on se rend compte qu'on est à peu près à 19% à 19% de risque qu'il y ait une extinction de l'humanité d'ici la fin de ce siècle. Alors, donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un sondage informel de 2008. Et moi, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est une intervalle, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Cet intervalle, elle disait bien que les chercheurs estiment qu'il y a entre une chance, donc alors, une probabilité entre 1% et 20% que l'humanité s'éteigne d'ici la fin du siècle. Donc finalement, là, les 19%, c'est la fourchette très haute. Mais ce qui est intéressant dans cette grille, c'est qu'on peut voir la répartition des probabilités qui sont estimées. Par exemple, donc on peut voir que il y a à peu près 5% d'estimation qu'une super intelligence, une intelligence artificielle qui soit pas alignée avec les intérêts des êtres humains, aboutisse à l'extinction de l'humanité au cours de ce siècle. Et alors, on peut noter qu'il n'y a pas le réchauffement climatique, il n'y a pas les risques extrêmes liés au réchauffement climatique. Moi, mon hypothèse, c'est qu'ils sont un peu considérés de manière indirecte, notamment lorsqu'on parle de la totalité des personnes qui perdent la vie dans les guerres. Et donc, on estime que les guerres pourraient causer, qu'il y a 4% de chances que les guerres mettent fin à la civilisation d'ici la fin de ce siècle. Et ce qui est intéressant encore, avant de passer à la slide suivante, c'est que la plus grosse pandémie naturelle, donc par exemple comme le coronavirus qu'on connaît actuellement, la plus grosse pandémie, on n'attribue que 0,05% de probabilité selon laquelle finalement une pandémie comme ça pourrait vraiment mettre fin à la civilisation, ou en tout cas l'impacter de manière durable et en fait irrémédiable. Voilà. Donc c'est un tableau intéressant, et étant donné que je vais vous partager la présentation tout à l'heure, vous pourrez le retrouver, ou que ce soit dans la présentation ou sur le site source. Alors, dans ce contexte, une fois qu'on a évoqué toutes ces belles choses, on peut se poser la question de comment, ou en tout cas, alors déjà, est-ce qu'il faut travailler à la préservation du futur? Eh bien, le constat de base, c'est que beaucoup de risques évoqués ici pourraient causer une catastrophe modérée plutôt qu'une catastrophe mettant fin à la civilisation. Mais même en ayant dit ça, on se rend compte que si on admet qu'il y a 10% de risque qu'une catastrophe fasse 1 milliard de morts au cours du prochain siècle, c'est équivalent à dire que une catastrophe fera 100 millions de morts au cours de ce siècle. Et dans ce contexte, on se rend compte que ça vaut le coup de travailler sur la préservation du futur, et notamment la limitation de ces risques existentiels. Et même si on se concentre uniquement sur la génération actuelle, les personnes qui sont déjà sur Terre aujourd'hui, eh bien, ces risques sont l'une des problématiques les plus sérieuses à laquelle l'humanité fait face, notamment parce qu'il n'y a pas de marche arrière. Alors, heureusement, sur le coronavirus que nous connaissons actuellement, on constate que finalement, nous allons pouvoir nous en remettre, parce que justement, alors, il y a certaines propriétés, mais notamment sur les propriétés intrinsèques du virus, on se rend compte que le taux de létalité est faible. Mais demain, nous pourrions connaître des pandémies, et notamment peut-être des pandémies qui soient liées à des pathogènes créés par la main de l'homme. Et demain, ces pandémies pourraient poser des risques encore plus sérieux à l'humanité. Et donc, rien qu'en pensant à la génération actuelle, on a suffisamment de raisons de s'y atteler, mais en fait, les enjeux sont tellement importants, les enjeux à la clé sont tellement importants que
Et comme j'ai dit tout à l'heure, on oublie un peu trop souvent les générations futures dans l'équation. Mais ces générations futures, on se rend compte que on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'individus demain que d'individus qu'il y a eu jusqu'à présent sur Terre. Et donc, je pense notamment à Carl Sagan qui avait fourni une estimation qui disait qu'à peu près on peut s'attendre à ce qu'il y a encore 500 billions d'individus à venir. Alors vu que 500 billions ça vous parle pas forcément, j'ai mis les zéros en dessous et on se rend compte, enfin c'est un chiffre clairement gigantesque et que notre cerveau n'a pas la capacité à forcément bien appréhender, à se rendre compte de la mesure de cette échelle. Mais là, on se rend compte il y a vraiment un intérêt à essayer de travailler à la préservation du futur, puisque de la même manière que nous sommes contents aujourd'hui que les Romains n'ont pas mis fin à la civilisation et que nous avons la possibilité de jouir de la vie que nous avons actuellement, si tant est que notre vie est positive, mais en tout cas, on a des raisons de croire que la vie humaine vaut la peine d'être vécue. Et c'est dans cette perspective que je défends, et je ne suis pas le seul, l'idée sur laquelle nous avons un devoir vis-à-vis des générations futures de leur assurer un futur paisible, mais aussi de leur permettre de vivre une vie épanouie. Et dans ce contexte, on se rend compte que les risques existentiels concernent beaucoup plus les générations futures que les générations actuelles, même si l'existence des générations actuelles est une raison suffisante pour s'atteler aux risques que peuvent être les pandémies, le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle non alignée aux intérêts humains, ou encore les catastrophes nucléaires. Donc finalement, on se retrouve assez sur la question, même quand on définit l'autre de manière un peu différente, et ça en fait un thème tout à fait intéressant. Un des vrais problèmes sur ces questions, c'est que jusqu'à présent, il est négligé. Alors, je surveille juste l'heure parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure et voilà, je constate que j'ai déjà dépassé et donc que je vais essayer d'être un peu plus rapide. Mais ces risques sont négligés et un indicateur assez intéressant, c'est quand même le fait que les montants annuels consacrés aux biens de luxe sont supérieurs au risque, ben, déjà au réchauffement climatique, alors que le réchauffement climatique, c'est les montants consacrés au réchauffement climatique sont les plus élevés des risques existentiels auxquels on s'est attelé jusqu'à présent. Pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 1,3 trillion de dollars chaque année qui sont versés non, trillion en anglais, du coup, je crois que c'est billion, du coup, en français, voilà. 1,3 billion de dollars qui sont consacrés à l'industrie des biens de luxe chaque année. Et or, le réchauffement climatique ne reçoit que 300 milliards chaque année. Alors évidemment, ces 300 milliards ne sont pas tous logés à la même enseigne, puisque il y a des mesures qui ne sont pas forcément efficaces et seulement une partie de ces fonds, a priori, sont alloués à limiter les risques extrêmes du réchauffement climatique. Donc on parle de réchauffement qui pourrait aller au-delà de 4,6 degrés, 4,8 degrés à la fin du siècle. Donc seulement une partie de ces 300 milliards sont attribués à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais donc, même ça, finalement, c'est encore le réchauffement climatique est finalement bien loti par rapport à d'autres questions comme la prévention des pandémies extrêmes, alors qu'il reçoit 300 fois moins d'argent que le réchauffement climatique. On est à 1 milliard par an de fonds attribués. Et vraiment, le décalage est gigantesque avec l'industrie des biens luxe, par exemple, si tant est que la considération a quelque chose à apporter. Et la prévention des pandémies elle-même, est encore reçoit 100 fois plus d'argent que finalement la sécurité des intelligences artificielles. Donc un sujet qui en tout cas a pas encore reçu beaucoup de ressources monétaires, mais aussi en matière de recherche. Alors ça se développe depuis que des chercheurs éminents en intelligence artificielle comme Stuart Russell parle justement d'une intelligence artificielle compatible avec les intérêts des êtres humains. Mais sans rentrer dans les détails, parce que vraiment on n'a plus trop de temps, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des problèmes qui sont négligés en matière d'argent, mais aussi en matière d'attention scientifique. Et alors, du coup, c'est un peu moins vrai pour le réchauffement climatique, pour lequel il y a pas mal de publications, mais il y a des sujets de risques existentiels sur lesquels on en connaît plus en matière de recherche sur la reproduction des
des mouches que sur finalement certains de ces problèmes. Donc, alors ça paraît une anecdote, mais c'est vraiment un constat qui a été fait par Nick Bostrom, qui travaille sur ces questions depuis au moins 2 décennies. Et sur le plan politique, on observe que c'est à peu près pareil, peu d'attention, et notamment parce qu'il y a des problèmes de coordination. Vu qu'on est sur des problématiques globales, forcément, un acteur tout seul n'a pas forcément intérêt à lever le petit doigt. Et il y a un problème qui est que, vu que ces risques concernent avant tout les générations futures en nombre, eh bien, étant donné que les générations futures ne votent pas, elles ne sont pas toujours représentées dans les décisions qui sont prises par les politiques. Alors, il me reste à peu près 2 slides. Alors, je vais essayer d'être rapide pour expliquer que sur ces risques, on a plusieurs approches qui peuvent être mises en œuvre pour les réduire. Premièrement, le fait de mettre en place des efforts ciblés pour réduire les risques. Donc ça, c'est les plus prometteurs lorsqu'on a des connaissances, lorsqu'on connaît bien les risques. Sur les risques nucléaires, ça peut être le fait de réduire les stocks d'armes nucléaires pour maintenir un même effet dissuasif, mais avec un arsenal moindre qui pourrait permettre tout simplement de limiter des risques catastrophiques. Ça peut également être une meilleure surveillance des pandémies, pour parler de ce risque, ou enfin la réduction drastique des émissions de CO2 pour limiter les effets du réchauffement climatique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème du contrôle des intelligences artificielles par des chercheurs notamment qui travaillent sur la compatibilité des intelligences artificielles avec les intérêts humains. Alors, il y a des efforts généraux aussi pour réduire ces risques, et ces efforts, ils peuvent être liés au fait qu'on n'a pas toujours connaissance. Alors, on n'est pas toujours en capacité de résoudre ces problèmes, et on n'a pas toujours assez de connaissances sur ces risques. Et dans ce contexte, il y a des approches qui permettent de ne pas s'attarder nécessairement sur un seul risque en particulier, mais de faire en sorte que la civilisation, de manière générale, gère mieux les risques. Et d'ailleurs, j'ai peut-être mal présenté parce que finalement, c'est une approche qui se vaut, qui est une véritable approche à part entière. Par exemple, le fait d'améliorer la prise de décision des dirigeants euh, pour mieux prendre en compte des notions contre-intuitives comme des risques à faible probabilité mais à impact gigantesque, ou aussi finalement favoriser la coordination entre les pays, avoir des processus, des mécanismes de décision qui permettent d'éviter les phénomènes de passagers clandestins, comme on peut actuellement observer sur les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, développer de la résilience, donc la capacité à faire en sorte que si un risque se réalise, on est en capacité de répondre, mais la résilience est pertinente pour un risque qui menace d'impacter durablement l'humanité. Par exemple, un hiver nucléaire où on aurait plus de récoltes, et en tout cas une baisse importante du rendement des récoltes, auquel cas le fait de faire des réserves de graines dans des silos enfouis sous terre, c'est intéressant. En revanche, si l'humanité disparaît d'un coup, ça ne sert plus à rien d'avoir de la résilience. Donc la résilience est un paramètre à prendre en compte, c'est intéressant, mais ça n'est pas la solution ultime aux risques existentiels qu'il faut généralement quand même essayer d'empêcher de survenir, plutôt que se poser la question de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sont là. Et enfin, apprendre davantage et renforcer nos capacités à répondre. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incertitudes, et généralement, un être humain est assez désarmé, un être humain moyen est assez désarmé face à un risque qui pèse sur toute l'humanité. Mais il y a des options quand même donc, même si on n'est pas forcément dans une bonne position aujourd'hui, ou si voilà, on peut commencer par constituer un certain nombre de ressources qui peuvent être financières en économisant, si on a la possibilité de le faire, bien sûr, et ou alors des ressources qui peuvent être par exemple des compétences intéressantes et transférables. Donc, par exemple, travailler pour une entreprise dans la gestion de projet, et ensuite essayer d'appliquer ces compétences dans un gouvernement ou dans une ONG qui travaille à la prévention de risques importants plus tard. Donc, c'est des stratégies tout à fait faisables et plus accessibles peut-être que le fait de miser sur des ressources financières. Et aussi, tout simplement, si on est intéressé par la réduction de ces risques, c'est d'essayer de se rapprocher des acteurs qui travaillent dessus, et de faire des rencontres dans ces domaines.
Alors, je viens déjà de commencer à entamer la question. On va peut-être se pencher plus sur ce que vous pouvez faire si vous êtes intéressé par la réduction de risques catastrophiques globaux. Alors, déjà, c'est le fait d'accepter un emploi. Si vous avez la possibilité, on sait, enfin, clairement, aujourd'hui, avec Altruisme Efficace France, on est en train de dresser un portrait des organisations qui proposent des jobs, des jobs à impact, qui travaillent sur des problématiques importantes, négligées et, et qui sont résolubles. Et clairement, il n'y a pas encore beaucoup d'organisations françaises aujourd'hui. Et certaines organisations peuvent être difficiles d'accès. Celles qui travaillent sur les risques existentiels, elles sont généralement anglophones et pas forcément faciles à appréhender. Toutefois, si vous avez la possibilité de rejoindre une de ces organisations, vous pourriez commencer par juste y faire un travail à peu près acceptable. L'essentiel étant de rejoindre l'organisation, puis ensuite voir dans quelle mesure vous pourriez travailler plus directement sur la prévention de ces risques. Ensuite, ça peut être de poursuivre une carrière de chercheur dans un domaine pertinent. Donc, les domaines qu'on a évoqués aujourd'hui, c'était l'épidémiologie, les sciences de l'environnement, l'intelligence artificielle et enfin, je n'ai pas le dernier, et non, c'était sur le nucléaire, donc les études associées peut-être à la diplomatie, aux relations internationales, ou encore des études plus directes sur le nucléaire. Donc, alors bien sûr, il y a d'autres risques existentiels que j'ai évoqués, hein. Donc, en fait, c'est un conseil qui est valable pour tous les risques existentiels et toutes les questions relatives aux risques existentiels. Ça peut être des domaines qui sont parfois un peu plus éloignés, comme la prise de décision, mais qui en fait peuvent facilement se retrouver dans la question de la prévention des risques existentiels. Enfin, ça peut être également de jouer un rôle clé dans la prise de décision. Si vous avez la possibilité, si, oui, si vous avez la possibilité de rejoindre le monde décisionnel, alors que ce soit en étant fonctionnaire ou en rejoignant un parti politique ou encore un think tank ou un journalisme, peut-être que à long terme, ça peut favoriser le fait d'être dans une bonne position pour connaître des personnes, des personnes en capacité à prendre des décisions sur la prévention de risques importants. Et dans ce contexte, vous pourriez être amené à jouer un rôle en réorientant votre attention dans ce genre de fonction sur les risques existentiels. Alors, il me semble que je suis arrivé à la fin. Ah, voilà. Non, ok. Oui, intéressant. Peut-être que vous n'êtes pas forcément reconnu sur les conseils que je viens de partager. Et dans ce contexte, parce que déjà tout le monde ne peut pas changer de carrière, hein, assez clairement. Et en plus, on ne peut pas toujours être à un instant T dans une position prometteuse pour réduire des risques importants. On est quand même sur un sujet assez spécifique et particulier. Et donc, ça peut être tout simplement de construire du capital carrière. Comme j'ai dit tout à l'heure, développer des compétences utiles que vous pourriez utiliser plus tard dans des ONG pertinentes, dans des administrations, et rencontrer des gens qui travaillent sur ces problématiques. Évidemment, on peut, comme vous êtes en train de le faire ce soir, commencer à apprendre sur ces problématiques, sachant que je ne me considère pas vraiment comme une source d'apprentissage, mais plutôt les sources que j'ai mentionnées ce soir, qui sont des véritables sources d'apprentissage, je pense. Et, en tout cas, c'est par là qu'on peut commencer, si on est intéressé par la prévention de ces risques, notamment sur son temps professionnel. Et enfin, si vraiment aucune des options ci-dessus vous correspond, il y a toujours la possibilité de faire un don à des organisations qui travaillent à la prévention de risques catastrophiques globaux. Et je pense à un fonds qui s'intitule l'Effective Altruism Fund, qui justement donne la possibilité assez simplement de donner pour les organisations qui travaillent sur ces sujets. Alors là, je crois que j'ai vraiment terminé. Voilà, donc c'est une liste de ressources que je vous invite à retrouver tout à l'heure. Et j'ai donc terminé de causer et je vous propose que nous désactivions tous nos micros et qu'on mette nos caméras si on le souhaite, car la présentation est terminée.